tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 19 juillet. Voici les titres de votre journal. En ouverture, nous ferons un point sur les travaux de l'extension en mer. Nous reviendrons sur le 50e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune. Nous assisterons au premier concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et enfin, nous irons à la rencontre de notre invité du week-end, Georges Marsan, qui nous parlera du carnaval estival. Faisons un point tout de suite sur le vaste chantier qu'est l'extension en mer. Le projet vient de franchir une nouvelle étape avec la fermeture de la ceinture de caisson. Un reportage d'Émilie Rousseau. Un an presque jour pour jour après l'arrivée du premier caisson dans les eaux monégasques, la ceinture de l'extension en mer vient de se refermer. Une opération millimétrée puisqu'il n'y avait que 28 cm de marge de chaque côté pour que ce dernier élément de 33 mètres de long vienne s'insérer avant son immersion. Cette nouvelle étape dans le chantier de l'extension en mer permet de nous projeter encore plus vers quoi ressemblera la surface du futur écoquartier. Beaucoup de travaux jusqu'à 2018 ne se voyaient pas tant que ça, parce que d'une part, les caissons étaient fabriqués à Marseille, et d'autre part, nos travaux étaient essentiellement de préparation sous-marin. Donc c'était beaucoup d'activités, mais peu de résultats visibles pour les gens. Et là, je crois qu'en un an, on a énormément de travail qui a pu être remarqué maintenant par tout le monde. Dans quelques semaines, un 18e bloc viendra se positionner à l'entrée du futur port d'animation. Suivra ensuite les opérations de remblaiement entre le littoral et la ceinture de caisson. Le mois prochain, donc, on aura enfin terminé l'épisode caisson, en tout cas depuis Marseille jusqu'à Monaco. La nouvelle grande étape, elle va être de pouvoir créer tout le terre-plein qui est à l'intérieur, protégé à l'intérieur de cette ceinture de caisson, donc qui sera créé à l'automne. Et puis, à partir de là, nous travaillons sur plusieurs axes. D'une part, terminer le génie civil sur la ceinture de caisson et traiter tous les sols rapportés à l'intérieur de la ceinture de caisson, de façon à créer un terre-plein extrêmement stable pour le nouvel écoquartier. Près de 440 000 tonnes de sable seront déversées pour créer ce terre-plein qui sera livré fin 2020. La livraison du quartier de Lens-du-Portier est, elle, prévue en 2025. Le 21 juillet précisément marquera le 50e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune. 2 astronautes ont foulé le sol lunaire en 69. Neil Armstrong, qui s'est éteint en 2012, et Buzz Aldrin, que Sandrine Nègre a eu l'honneur de rencontrer lors de son passage en principauté. Le 20 juillet pour Houston aux États-Unis et le 21 pour la France, décalage horaire oblige. Lorsque Neil Armstrong lâche l'échelle du module lunaire, il entre dans l'histoire. Il est suivi de très près par Buzz Aldrin, ici aux côtés du souverain, 2e homme à avoir marché sur la Lune après 4 jours à bord d'Apollo 11. Le travail acharné de ces 2 astronautes, tout comme celui de Michael Collins, resté à bord, et de milliers de personnes derrière eux, est ainsi couronné de succès. Dans l'Hexagone, on salue alors la portée visionnaire de l'écrivain français Jules Verne dans son livre « De la Terre à la Lune ». An autobiography when I came back, and it was not entitled Journey to the Moon. It was Return to Earth. That was really... Quand je suis revenu de notre mission sur la Lune, j'ai écrit un ouvrage qui n'était pas intitulé Journey to the Moon, voyage vers la Lune, mais retour vers la Terre. Car cela, pour moi, a été bien plus difficile. Nous l'avons dit dans nos discours, présentations, conférences, où il fallait donner et livrer nos impressions. Pourquoi le retour sur Terre m'a frappé ? Car au décollage, lorsque nous quittions la Lune, tout était si doux, si lisse, que nous pouvions entendre l'appareil se lever du sol lunaire. Et nous ne sentions rien, physiquement rien à voir avec un décollage au sol terrestre. Et ça y est, nous étions relancés dans l'espace. We could see the instruments, but we couldn't feel. And it was just so smooth. Much better than the shuttle. Et cette année, la principauté s'est donc particulièrement associée à cette belle aventure spatiale à travers 2 événements. La projection au cours du festival de télévision de Monte-Carlo, Apollo Missions to the Moon, et quelques mois auparavant, Above and Beyond, NASA's Journey to Tomorrow, signée Rory Kennedy, la nièce de John Fitzgerald Kennedy.
My uncle John F. Kennedy was very instrumental in the vision to get us to the moon. Mon oncle JFK nous a beaucoup guidés et dit que oui, aller sur la Lune était faisable. Je pense que j'ai toujours été intéressée ainsi par tout ce que faisait la NASA, tout ce qui concerne et implique l'espace, mais aussi par là même la planète Terre. Et combien elle est unique, combien il est important de la préserver. Maintenant, on ne peut pas dire que l'on fasse un travail formidable pour la protéger. D'ailleurs, vous savez, lorsque vous interrogez les astronautes, la première chose qu'ils vous disent ne concerne pas directement l'espace en lui-même, mais la vue qu'ils ont eue de la Terre, ce qu'ils ont pu voir, et leur voyage donne souvent du sens et de la signification à ce qu'ils doivent ensuite faire à leur retour sur Terre. To understand the universe, to understand our planet, the satellites, they really have a very meaningful image of what we're doing to our planet. Des documentaires qui permettent d'en savoir plus sur les missions dans l'espace, comme par exemple cette information liée au retour sur Terre, ou plutôt en mer, de Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Afin d'écarter toute attaque, les équipes de la NASA avaient répandu de la poudre anti-requin dans une large partie du Pacifique. Aujourd'hui encore, l'aventure spatiale fascine et après la Lune, les regards se tournent désormais vers Mars. I realize that this is, in some measure, an act of faith and vision. For we do not now know what benefits await us. Et dans le reste de votre actualité monégasque en bref et en images. Vous le savez, Dali est à l'honneur en ce moment à l'occasion de la grande exposition estivale du Grimaldi Forum. Et bien en parallèle, la Galerie Maison d'Art présente sa nouvelle exposition Dali 30 du 11 juillet au 14 août dans ses locaux, Parc Palace. Cette exposition célèbre le trentenaire de la disparition de l'artiste catalan et est organisée en collaboration avec Dali Universe qui possède une des plus grandes collections privées des œuvres de l'artiste. Et pour terminer, parlons musique avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui proposait son premier concert de la saison au programme Ravel et Debussy. José Sacré vous en dit plus. Le premier concert du 60e anniversaire des concerts du Palais Princier de Monaco a eu lieu jeudi 18 juillet en présence de son Altesse Sérénissime, le Prince Souverain. C'est le prince Régnier III qui a créé en 1959 les concerts dans la cour d'honneur du Palais Princier. Il s'inspirait de ses aïeux qui, au Palais de Monaco déjà, accueillaient des hôtes de marque et des aristocrates et organisaient des concerts en leur honneur. Mais en créant ce festival dans la cour d'honneur du Palais Princier, le prince Régnier souhaitait y accueillir tous les mélomanes cette fois, avec pour impératif leur offrir les plus belles musiques par les meilleurs interprètes. Jeudi 18 juillet, Debussy et Ravel étaient au programme. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était dirigé par le plus médiatique chef d'orchestre du moment, Alain Altinoglou, qui, il y a quelques jours, a dirigé le concert du 14 juillet devant 500 000 personnes, plus de 3 millions de téléspectateurs et davantage encore, l'événement étant retransmis dans le monde entier. Ce soir, maestro, vous dirigez dans un endroit beaucoup plus intime, mais prestigieux. Qui n'aime pas cet endroit? En fait, moi, je suis venu sur la Côte d'Azur et à Monaco principalement toute ma jeunesse, tous les étés. Alors, je suis parisien, mais on venait tous les étés ici. Alors, c'est un endroit pour moi qui était mythique, où on n'osait pas rentrer, on ne pouvait pas rentrer d'ailleurs. Et puis, le fait de diriger ici, et pour le prince, en plus, c'est quelque chose de très, très spécial. Et pour moi, je ne fais pas de différence qu'il y ait 1000 personnes, 300 000 personnes. Je donne tout mon corps, et mon cœur, et aussi mon corps parfois. Et je donne le meilleur de moi-même, ouais. Première œuvre au programme, une suite de concerts d'après Péléas et Mélisande de Claude Debussy. Cette suite a été arrangée par Alain Altinoglou pour sa première collaboration avec le Berliner Philharmoniker. Ça faisait des années que des chefs d'orchestre faisaient des arrangements qui n'étaient pas validés par les éditions Durand, qui m'ont demandé de faire une sorte de suite officielle. Et moi, je me suis basé sur les interludes que Debussy avait composés au dernier moment pour pouvoir changer les décors à l'Opéra Comique. Et donc, c'est ces interludes que j'ai accolés en gardant l'ordre chronologique de l'histoire, et ça finit évidemment avec la mort de Mélisande. De Maurice Ravel, 2 œuvres ont été données, la Rhapsodie espagnole et Scheherazade, 3 poèmes pour chant et orchestre, avec en soliste la mezzo-soprano Nora Gubish, à la ville, la compagne du chef d'orchestre.
très attaché à cette musique. Moi, je suis français, j'ai grandi en France. Les professeurs de mes professeurs étaient les élèves de Ravel, de Debussy. Donc, je crois que c'est aussi très important pour nous, que ce soit les orchestres en France ou à Monte-Carlo, d'être les ambassadeurs de cette musique dans le monde. Prochain concert dans la cour d'honneur du Palais Princier, dimanche 21 juillet. Il sera dirigé par le chef d'orchestre Thomas Netopil. Et au programme, 2 œuvres, le concerto pour violon de Dvorak et la symphonie numéro 38 Prague de Mozart. Nous sommes aux côtés de notre invité du week-end, Georges Marsan, le maire de Monaco. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir en plein cœur de la mairie. Exactement, sur la terrasse. Alors, nous allons parler ensemble du carnaval estival. Avant, évidemment, d'évoquer en détail le programme, peut-on revenir finalement sur l'origine de cette tradition ? Alors c'est une ancienne tradition puisque autrefois ce carnaval était duré quelques jours avant le carême et donc il y avait le fameux paillasse qui était un mannequin avec des chiffons et en paille qui déambulait dans les rues de Monaco-Ville et avec les habitants autour qui étaient déguisés, qui jetaient des projectiles sur ce paillasse et en fin de soirée ce paillasse était pendu et brûlé sur la place du Palais. Et donc, après la mort du paillasse, entre guillemets, il y avait toujours un bal de la musique sur la place du Palais. Après la guerre, ça a un petit peu évolué puisqu'on avait le même déroulé, mais on ne jetait plus des projectiles, mais des confettis, parce que les projectiles, c'était quand même dangereux. Et le paillasse était brûlé à ce moment-là sur la place de la mairie. Alors, plus récemment, il y a le comité d'organisation du carnaval, qui s'appelait le Roca Club, a fait évoluer ce programme, puisqu'on a commencé à parler de charat, qui veut dire chahut, donc en monégasque, du tapage, parce que ça faisait beaucoup de bruit. Et il y avait donc toujours le paillasse, mais on a introduit des chars avec un premier char, qui est un char avec un roi carnavalesque, avec toujours le même programme, les confettis, on déambulait dans les rues de Monaco-Ville, puis évidemment sur la place de la mairie, il y avait toujours plus de pendaison, mais il y avait toujours donc ce bal et cette musique. Plus récemment, le Rocca-Jet, vu le succès, mais c'était en plein hiver, a décidé de faire ce carnaval pendant l'été pour pouvoir faire profiter nos résidents et surtout nos touristes. Et donc on avait fait évoluer la situation. Alors malheureusement, dans les années 90, cette tradition a disparu et c'est la mairie de Monaco en 2011 qui a institué ce nouveau carnaval qui s'appelait le Charat ou Carnaval Estivalier du Rocher. Défilé, animation, concert. L'année dernière le Mexique, cette année l'Inde. Pourquoi finalement cette thématique ? Alors, c'est un choix donc, du service animation. Donc, pour un carnaval, il faut toujours des figures très colorées. Donc pour le Mexique, c'était le cas. On a eu aussi, je pense qu'on a eu Tahiti il y a quelques années. Donc il faut obligatoirement avoir des chars très colorés, très spectaculaires. On aura peut-être des vaches, non? Oui, on ne sait pas. Peut-être, pourquoi pas. Allez, monsieur le maire, maintenant détaillons finalement ce programme de ce carnaval cette année. Il y aura, donc ça vient de commencer, il y aura 3 parades, 3 défilés, dont un qui a commencé donc, à 18h. Nous en aurons un second à 19h45 et un troisième donc à 21h15. Et puis nous aurons donc le bal, la musique et une initiation à la danse Bollywood. Très joli. Monaco Info sera au rendez-vous en tout cas. Monsieur le maire, dernière question. Finalement, on a inauguré ensemble les animations estivales sur le port. On vient de parler du carnaval. J'imagine que le prochain grand rendez-vous pour la mairie, il s'agit du pique-nique des Monégasques. Le pique-nique rendez-vous important. Exactement, le rendez-vous important, le pique-nique au parc. Ça sera donc le 6 septembre à partir de 18h au parc Princesse Antoinette. Et nous serons là également. Merci monsieur le maire. À vous. Merci beaucoup et bon carnaval sur le Rocher. Merci à vous. Quant à nous, nous nous quittons sur la météo. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.
Samedi, la journée sera plutôt couverte avec parfois quelques éclaircies. Les températures estivales varieront entre 20 et 25 degrés. Dimanche, c'est plutôt l'inverse, un temps généralement ensoleillé avec parfois quelques nuages, comptés de 21 à 26 degrés. Lundi, à peu près la même chose entre nuages et soleil. Et enfin, de mardi à jeudi, le temps sera généralement ensoleillé. Attention, les températures grimpent, il fera en moyenne de 24 à 30 degrés à l'ombre. Pensez à vous protéger du soleil et à vous hydrater.